La nuit est tombée sur la vallée, il y a quelques heures. Le vent du nord s'est levé. Il fait froid. Ce genre de froid qui traverse les peaux de bêtes et vient mordre directement la chair. Mais ce n'est pas le froid qui me fait trembler ce soir. Je suis assis ici, près des braises, avec les autres hommes du clan. Personne ne parle. On gratte la terre avec des bâtons. Mais en réalité, on n'écoute qu'une seule chose. Là-bas, dans la hutte des femmes. Ma compagne y est entrée quand le soleil était encore haut. Et depuis, j'attends. Pour vous, aujourd'hui, une naissance est une fête. Mais pour nous, c'est le moment le plus terrifiant de notre existence. Est-ce que le soleil se lèvera sur 3 personnes ou sur un bûcher funéraire? Vous ne pouvez pas imaginer l'impuissance d'un homme qui attend dehors. Je suis un chasseur, je sais traquer le mammouth, je sais me battre contre des hyènes pour protéger les miens. Face à une bête, je peux agir, je peux lancer ma sagaie, je peux courir. Mais ici, face à cet ennemi invisible qui se joue dans le ventre de celle que j'aime, je ne suis rien, je suis inutile. Je l'entends parfois, des gémissements, des cris de douleur qui déchirent le silence de la nuit. À chaque cri, mon sang se glace. Et puis, le silence revient. Un silence lourd, épais. Est-ce qu'elle reprend son souffle? Ou est-ce que c'est fini? Je me souviens de mon frère, l'hiver dernier. Sa femme est entrée dans cette même hutte. Les cris ont duré 2 jours. Et puis, plus rien. Ni elle, ni l'enfant ne sont jamais ressortis vivants. C'est ça, ma réalité. C'est ça, la réalité de notre espèce. Donner la vie, pour nous, c'est accepter de frôler la mort de très, très près. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les animaux que je chasse dans la plaine donnent naissance si facilement? J'ai vu une antilope mettre bas la semaine dernière. En quelques minutes, le petit était debout. En 1 heure, il courait, sans cri, sans sang, sans peur. Pourquoi la nature a-t-elle été si cruelle avec nous, les humains? Pourquoi sommes-nous la seule espèce pour qui naître est un combat mortel? La réponse se trouve dans nos jambes. Regardez-nous, regardez comment nous sommes faits. Il y a longtemps, très longtemps, nos ancêtres ont fait un choix. Ou plutôt, la nature a fait un choix pour nous. Nous nous sommes levés. Nous avons quitté la marche à 4 pattes pour nous dresser fièrement sur 2 jambes. C'était notre plus grand triomphe. En nous levant, nous avons libéré nos mains. Nous avons pu fabriquer des lances, porter nos enfants, voir les prédateurs de loin au-dessus des hautes herbes. C'est grâce à ces 2 jambes que nous avons conquis le monde. Mais tout a un prix, toujours. Pour marcher et courir debout sans tomber, nos os ont dû changer. Notre bassin a dû se resserrer. Il est devenu plus compact, plus étroit, pour soutenir tout le poids de notre corps à la verticale. Le passage, le chemin de la vie entre les eaux de la mer, est devenu un tunnel minuscule. Si nous étions restés stupides, ça n'aurait pas posé de problème. Mais voilà le piège. Nous sommes devenus intelligents. Nous avons appris à dompter le feu, à parler, à ruser. Notre cerveau a grossi. Il a doublé, triplé de volume. Et pour loger ce cerveau puissant, les têtes de nos bébés sont devenues énormes. Vous voyez l'ironie cruelle de notre sort. D'un côté, un passage qui rétrécit pour nous permettre de marcher. De l'autre, une tête qui grossit pour nous permettre de penser. C'est un problème de mécanique pure. Une grosse pierre ne passe pas dans un trou trop petit. Chez l'antilope ou le cheval, le petit sort tout droit, comme une lettre à la poste. Le bassin est large, la tête est fine. Chez nous, l'enfant doit faire des acrobaties. Il doit tourner, vriller, plier le cou, se contorsionner pour espérer trouver la sortie sans se briser les os ou tuer sa mère. Voilà pourquoi j'ai peur ce soir. Voilà pourquoi ma compagne hurle. Parce que son corps est en guerre contre sa propre anatomie.
Chaque naissance humaine est un défi aux lois de la physique. Et dans ce combat, la mère ne peut pas gagner seule. Si elle essaie d'accoucher seule dans un coin comme une bête sauvage, elle meurt. Et l'enfant aussi. C'est là qu'intervient notre seule chance de survie. Celle que j'entends s'agiter dans la hutte en ce moment même. La gardienne du passage. Si ma femme était une lionne, elle s'éloignerait du groupe. Elle trouverait un buisson tranquille. Elle mettrait bas, seule, en silence, pour ne pas attirer les prédateurs. C'est la loi de la nature. Pour vivre, il faut se cacher. Mais pour nous, cette loi est une condamnation à mort. Si une femme humaine s'isole pour accoucher comme le font les bêtes, il y a de grandes chances qu'elle ne revienne jamais. Pourquoi ? À cause de ce petit virage maudit à la sortie du bassin. Quand le bébé humain sort, il ne regarde pas sa mère. Il regarde vers l'arrière. Si la mère essaie de l'attraper elle-même pour le tirer, elle risque de lui briser la colonne vertébrale en le pliant dans le mauvais sens. Le cordon peut l'étrangler. Il peut s'étouffer face contre terre. La nature nous a joué un tour terrible. Elle a rendu la naissance impossible en solo. Nous sommes obligés, condamnés, à nous faire aider. C'est là qu'elles interviennent. Celles qui sont dans la hutte avec ma compagne en ce moment. Je les entends chuchoter, je les entends encourager. Les vieilles, les anciennes. Dans votre monde moderne, vous cachez parfois vos vieux. Vous oubliez leurs valeurs. Mais ici, une grand-mère, c'est un trésor. C'est une bibliothèque vivante. Elles ont vu 10, 20, 50 naissances. Elles savent comment tourner le bébé s'il se présente par l'épaule. Elles savent quelle plante mâcher pour calmer la douleur ou arrêter le sang. Elles savent masser le ventre pour faire sortir ce qui reste après l'enfant. Ce soir, la vie de ma femme n'est pas entre les mains des esprits. Elle est entre les mains de sa mère et de la mère de sa mère. C'est peut-être ça le vrai secret de notre espèce. Ce n'est pas seulement notre intelligence ou nos lances, c'est que nous avons transformé un danger mortel en un acte d'amour absolu. Nous avons inventé la médecine, là, dans la boue d'une hutte, parce que nous n'avions pas le choix. Si la gardienne du passage fait bien son travail, j'entendrai bientôt un cri. Mais parfois, même le savoir des anciennes ne suffit pas. Parfois, la nuit gagne. Parce que même avec toute l'aide du monde, la mort rôde toujours autour de cette hutte. Et elle est patiente. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous raconter une jolie histoire pour vous rassurer. Parfois, souvent, les anciennes sortent de la hutte les mains vides et le visage couvert de cendres. Dans votre monde, la mort est un accident, une erreur médicale, une tragédie rare. Dans le mien, elle est assise juste à côté de nous, en permanence. Il y a deux choses qui nous terrifient plus que les tigres à dents de sabre. La première, c'est le sang qui ne s'arrête pas. Quand l'enfant est sorti, parfois, le corps de la mère s'épuise. Il n'arrive pas à refermer la blessure intérieure. Et la vie s'écoule, doucement, inévitablement, sur le sol de terre battue. On ne peut rien faire, juste lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle devienne froide. La deuxième, c'est la fièvre. Elle arrive après, 2, 3 jours après la joie. La mère commence à brûler, elle délire. Les mauvais esprits sont entrés par la plaie. Et là encore, nous sommes impuissants. J'ai compté. Regardez vos doigts. Sur 10 femmes que je connais, peut-être qu'une ou deux ne verront jamais leurs cheveux devenir gris à cause de ça. Et quand la mère part, c'est le chaos pour la tribu. Un orphelin qui crie famine, c'est un problème pour tout le monde. Qui va le nourrir ? Ma sœur a déjà un petit au sein. La femme du chef aussi. Elles partageront leur lait. Parce que chez nous, un enfant est l'enfant de tout le clan. Mais sans sa mère, ses chances de survie chutent comme une pierre dans un ravin. C'est ça qui me hante, là, tout de suite. Je m'imagine seul. Je m'imagine devoir apprendre à mon fils à tailler le silex sans qu'elle soit là pour le voir grandir.
Je m'imagine devoir lui raconter qui était sa mère, en lui montrant juste une place vide autour du feu. C'est le paradoxe cruel de notre vie d'homme préhistorique. Je suis prêt à mourir demain à la chasse pour les protéger. Je peux prendre un coup de corne de bison pour elles. Mais ici, je ne peux rien payer. Je ne peux rien échanger. Je dois juste attendre que le destin décide. Attendez, écoutez. Les gémissements se sont arrêtés. Ça y est, c'est le moment. Soit c'est la fin de tout, soit c'est le début de tout. Plus un bruit. Même le vent s'est tu. Mon cœur tape si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression que tout le campement peut l'entendre. Boum, boum, boum. Je vois les ombres bouger sur la peau de bête qui ferme l'entrée. Les anciennes s'activent. Je vois de l'eau qu'on verse. Je vois des bras qui se lèvent. Mais pas de cris. Pourquoi elle ne crie plus? Est-ce qu'elle a perdu connaissance? Est-ce qu'elle est... Non, ne pense pas à ça. Respire, respire. Une seconde passe, une éternité. Et soudain, ce son. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est un cri de colère. Un cri de surprise, un cri d'air froid qui entre dans des poumons neufs pour la toute première fois. C'est la vie. Il est là, il est vivant. Et s'il crie, c'est qu'il a de la force. Mais elle, la toile de la hutte se soulève. La doyenne sort. Elle a du sang sur les mains jusqu'au coude. Son visage est couvert de sueur et de suie. Elle me cherche du regard dans la nuit. Elle me voit et elle sourit. Juste un petit hochement de tête. Ce simple geste, c'est comme si on m'enlevait un rocher de 100 kilos de la poitrine. Elle a gagné, me dit son regard. Elles ont gagné. Le piège de la nature s'est refermé, mais cette fois, nous avons été plus rapides. Nous avons été plus forts. Je m'approche. L'odeur me frappe. Une odeur de fer, de sang, de sueur et de feu de bois. L'odeur de la bataille. Parce que c'était une bataille. Ne vous y trompez pas. Ma femme ne vient pas de donner la vie tranquillement. Elle vient de l'arracher aux griffes de la mort. Elle revient de l'enfer et elle a ramené un trésor. Je la vois. Elle est pâle. Elle tremble de froid et d'épuisement. Mais ses yeux brillent plus fort que toutes les étoiles du ciel. Et contre elle, ce petit être minuscule, fragile, ridiculeusement petit. Mon fils, nous avons survécu à la nuit. Regardez-le, il ne sait rien faire. Il ne peut pas lever sa tête, il ne voit presque rien. Il n'a pas de fourrure pour se protéger du froid. Si je le pose dans l'herbe et que je m'éloigne, il meurt en quelques heures. C'est la dernière conséquence de notre grosse tête. Pour qu'il puisse passer le bassin de sa mère, il a dû sortir trop tôt. Il n'est pas fini. Un petit cheval court 1 heure après sa naissance. Lui, il lui faudra 1 an rien que pour tenir debout. C'est une folie, non? La nature a créé le prédateur le plus dangereux de la planète en le faisant naître comme la proie la plus fragile du monde. Mais c'est peut-être ça notre plus grande force. Parce qu'il est si fragile, nous sommes obligés de nous unir pour le protéger. Il faut un village entier pour élever un enfant. C'est cette fragilité qui nous a forcés à inventer l'amour, la famille, la tribu. C'est grâce à lui que nous ne sommes pas juste des animaux intelligents, mais des humains. Alors, la prochaine fois que vous croisez une femme enceinte, ou que vous voyez un nouveau-né dans votre monde moderne, avec vos hôpitaux blancs, souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous que vous êtes ici, vivant, à m'écouter. Uniquement parce qu'il y a des milliers d'années, une femme a serré les dents dans une hutte glaciale. Elle a combattu la mort, et elle a gagné. Je retourne auprès d'eux. Le petit a besoin de chaleur. Mais vous êtes toujours les bienvenus près de mon feu. Si cette histoire a réveillé quelque chose dans votre mémoire ancienne, abonnez-vous. La tribu est grande. À bientôt, les sapiens.